Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Encore une belle rencontre au festival Paris et Ludique 2023. J'ai eu le plaisir d'interviewer Théo Rivière, auteur de jeux de société depuis maintenant 10 ans. Depuis son premier jeu Shinobi Wata, sorti chez Purple Brain en 2014, Théo enchaîne les parutions en solo et en collaboration avec de nombreux auteurs. Il est également membre de la fameuse team Kaidama avec Ludovic Maublanc, Antoine Boza et Corentin Lebras. De la catégorie enfant à la catégorie initié, il compte une 60aine de jeux édités. En cette rentrée, 3 sorties sont au programme. Fluffy Valley chez Loki, Nautilus Island chez Funny Fox et début octobre, Dracula vs Van Helsing chez Mandu Games. Rencontre avec un auteur autant sympathique que créatif. Alors, je suis avec Théo Rivière aujourd'hui et je suis vraiment ravie de te rencontrer sur ce Paris ludique. Donc bienvenue au micro de Tu joues ou quoi ? Merci et merci pour l'invite, c'est chouette. On s'était loupé à Cannes, c'était un peu trop chargé, donc là Paris ludique c'est un poil plus tranquille pour moi. C'est donc, début des vacances presque. Ouais, pas loin. Le soleil est là, on est bien, on est posé. Non, j'aime bien Paris ludique pour ça, le fait d'être en extérieur. Mine de rien, on respire pas mal, donc c'est chouette. Ouais. Alors, c'est compliqué de démarrer par quelque chose avec Théo, je trouve. Il y a tellement comme choses à dire. Donc, j'ai pas envie qu'on fasse toute ta biographie, bien sûr, mais j'aimerais quand même que tu me dises comment tu es tombé dans la marmite du jeu de société. Ouais. Voilà, comment cette passion est née. Voilà, en tant que joueur, j'imagine déjà joueur de Magic, je crois. Ouais, tout à fait. Moi, quand je regarde un peu, j'ai pas beaucoup joué en étant gamin. Notamment, je jouais pas du tout avec mes parents, c'est un truc que j'ai conceptualisé un peu plus tard, mais j'ai pas eu l'occasion de jouer en famille spécialement. J'ai une grande sœur et on jouait un peu, mais pas plus que ça, et vraiment sur les grands classiques Monopoly, Bonne Paye, des trucs qui ont un peu vieilli. Et mon lien au jeu, je pense qu'il est lié à, il y avait dans la petite commune où j'ai grandi, il y avait une nuit du jeu, un truc un peu pour les adultes, où ils venaient jouer à des jeux de société contemporains, à une époque où on jouait encore beaucoup au loup-garou, à Carcassonne, à Catane. Et je vois un peu ça, mais d'un regard un peu extérieur. Pour moi, c'est un truc de grand, donc j'y touche pas trop. Et c'est au collège où j'arrive et il y a les clubs du midi pour s'occuper pendant la pause. Et j'ai un prof de techno qui lance un club Légende des 5 anneaux, le jeu de cartes à collectionner. Donc vraiment un truc spécifique de geek. Je crois que lui, il était champion de France ou champion d'Europe, vraiment un mec hyper calé. Sérieux quand même. Ouais, c'était assez rigolo de voir que... Et je dis, je vais monter des decks pour tout le monde, on va jouer à ça. Et la magie du marketing opérant, effectivement, 6 mois plus tard, on joue tous à Magic à la place. et ça m'accompagne tout mon collège et une grande partie de mon lycée. Et au lycée, je commence à avoir un peu de sous et à me dire j'ai mon argent de poche et donc j'achète mes propres cartes. Et donc je vais en boutique de jeux. Donc je découvre un peu les boutiques SP, je découvre le jeu de rôle à ce moment-là aussi, qui devient un autre gros budget, un autre vecteur de dépenses de lycéen. Et quand j'arrive à la fac, je traîne dans les boutiques de jeux pour jouer à Magic beaucoup. Notamment au Labo de Merlin à Poitiers, qui est une boutique formidable que j'embrasse. Et Ben, le gérant du labo à l'époque, me conseille plein de jeux, en fait, me dit vachement de... t'aimes bien Magic, tu devrais jouer à Seven Wonders, tu devrais jouer à Ghost Stories, vas-y, on va découvrir des trucs, pas que des jeux d'Antoine Boza, mais beaucoup. Et donc, je découvre plein de jeux de société contemporains à ce moment-là, et je tombe dedans là, à pieds joints et à donf, quoi. Voilà, c'est un peu, on met le doigt dedans, et après, on y met le bras et le corps entier. Ouais, très très clairement. Et c'est une super période, moi j'aime bien ce moment où tu découvres les jeux de société, et, t'as envie de jouer à 1000 trucs, tout est bien, le moindre jeu, t'as l'impression que c'est une innovation incroyable. Et moi, je garde un souvenir assez ému de cette période, elle a été cool. On se fait aspirer, quoi, c'est vraiment ça. 100%. Et alors, justement, comment on passe du déclic à se dire, tiens, moi aussi, j'ai des idées, et tiens, pourquoi pas, j'en ferais bien un jeu. Comment ça t'est venu ? Il y a 2 trucs. Le premier, c'est beaucoup de chance et beaucoup de hasard que je raconte un peu après. Le premier, c'est cliché, mais c'est vachement des rencontres, en fait, à l'époque, donc je traîne beaucoup dans la boutique de jeux et je suis arbitre de Magic, qui est un truc qui m'a beaucoup habité. Et à la même époque, Régis Bonnecet, donc l'auteur de Seasons, qui était le patron de Libellud à l'époque, travaille sur la première extension pour Seasons. Et il cherche des gens qui ont l'habitude de la lecture de règles de jeux de cartes, de trucs, et par l'intermédiaire de la boutique Le Labo de Merlin, toujours, je me retrouve invité chez Libellud à essayer de casser l'extension de Seasons, à trouver des failles dans les règles, de faire des combos un peu débiles. Et j'y prends énormément de plaisir, je rencontre des gens super. Il y avait Benoît Forger de Spaceco aujourd'hui qui était chef de projet chez eux à l'époque. Okay. Il y avait Paul qui est plus chez Libellud mais qui était déjà là à l'époque. Et donc je rencontre vraiment plein de gens super, je passe du temps avec eux, très chouette. Et je découvre qu'il y a des protos et qu'il y a des auteurs et des autrices de jeux derrière, parce qu'à l'époque je joue mais je me rends pas spécialement compte de ça comme beaucoup de gens. Et il y a ce truc
Ça a l'air assez égocentrique et un peu prétentieux, mais ça ne l'est pas. Mais à ce moment-là, je joue à des trucs pas très bien sur des soirées tests de proto. Et ça me débloque un truc de me dire, en fait, si les gens ils osent proposer des protos pas très bien, j'ai le droit de faire des protos aussi. Ils seront pas très bien, mais c'est pas grave. En fait, c'est de la création, j'ai le droit de le faire. Et donc, je commence à faire des protos. Ça décomplexe en fait. Ouais, vraiment, il y a de ça, de se dire. Des gens osent proposer des trucs que je juge pas terribles à Libellud, qui est une maison d'édition que j'estime énormément. Bon, en fait, ça veut dire que je peux y aller, quoi. Mais j'ai pas de volonté d'édition derrière. Je me dis juste, cool, j'ai jamais expérimenté ce truc-là. J'aime bien les milieux un peu artistiques. Je vais essayer de faire quelque chose. Et là où il y a beaucoup de chance et beaucoup de hasard, c'est je fais des premiers protos, des trucs qui marchent pas trop. Et puis à un moment, je travaille sur donc ce qui allait devenir Shinobi, mon premier jeu édité. Je le montre à un copain illustrateur dans la sauce locale où je traîne, qui me dit tu devrais le montrer à des maisons d'édition, c'est cool. Et j'appelle à l'époque donc Benoît Forger de Libellud pour lui dire on me propose de le montrer à une maison d'édition, ça me fait hyper peur, comment ça se passe. Et Benoît me rassure déjà parce que c'est un chouette type. Et me dit mais c'est quoi ton proto, ça m'intéresse, vas-y tu me le montres. Je lui montre et il décide de l'éditer pas longtemps après. Donc là où je sais que pour pas mal d'auteurs et d'autrices c'est compliqué, c'est un long chemin. Moi le premier c'est passé vraiment de manière hyper smooth. Ça a été une suite de rencontres et de bon timing quoi. Ouais, clairement beaucoup de chance, un truc les planètes qui s'alignent, c'est parti. Et surtout d'oser. Parce que finalement c'est ça qu'il faut retenir aussi. C'est oser. Clairement, de montrer et puis d'échanger et puis d'appeler les gens, de discuter, de profiter des rencontres. Donc vraiment beaucoup de chance sur ça. T'as un parcours aussi où t'as travaillé aussi en maison d'édition aussi. Ouais, juste après en fait. Juste après, c'est là où c'est derrière Shinobi passe en édition et moi je faisais des études de lettres qui aboutissaient un peu à rien. J'étais très content de faire des études mais j'avais assez peur de l'avenir. Et en gaillardi par l'expérience de Shinobi et la rencontre avec Libellud, je me dis je veux faire ça en fait, je veux bosser dans le monde du jeu. Et peu de temps après, Yellow à l'époque met une annonce comme quoi il cherche des chefs de projet. Et ça rejoint un peu ce que tu dis parce que je me dis je vais pas postuler, je suis un tocard quoi, j'ai 21 ans, j'ai mon CV il est vide, j'ai pas d'expérience pro, ça sert à rien que je postule. Et le même Benoît Forger me dit t'es con, envoie ton CV et une lettre de motive, dans le pire des cas ils te diront non, dans le meilleur des cas ils te prendront quoi. Et donc je postule chez Yellow, qui est une beaucoup plus petite structure à l'époque, je pense qu'ils sont une quinzaine, et je fais 2 entretiens, je les rencontre, une belle équipe, je suis super excité. Moi c'est vraiment l'aventure quoi, j'ai grandi à la campagne. D'un coup, je prends le train pour aller à Nancy, je rencontre du monde. C'était l'aventure. Vraiment, il y a un truc assez chouette. Et Yellow décide de recruter quelqu'un d'autre pour la gestion de projet avec de l'expérience, mais me propose à ce moment-là un boulot de responsable du SAV et des événements avec un peu de gestion de projet. Et puis je fonce, je mets un pied dedans. Je rencontre des gens formidables, j'apprends beaucoup de choses. Vraiment très très chouette et puis après c'était parti. Et alors il y a eu un passage par Yoka Baisume. Ouais, assez aussi. Court pendant 4 mois, le temps d'une période d'essai où en gros ils cherchaient quelqu'un pour lancer un peu la partie jeu de société. Eux ils viennent du monde de la figurine au départ, d'animé et de manga, et ils cherchaient quelqu'un avec un profil un peu comme le mien d'auteur et de gestionnaire de projet à la fois, et puis de quelqu'un qui connaissait un peu le milieu. Donc je l'ai rejoint pendant un temps, ça se passe correctement, c'est un peu chiant parce que c'est un boulot un peu loin de là où j'habite à cette époque. J'ai beaucoup de transport, mais l'équipe est assez chouette. Et à ce moment-là, en fait, Ropoprod cherchait quelqu'un pour faire de l'assistanat éditorial. Et il me propose, alors que je travaille encore chez Yoka. Et il y a vraiment ce truc de... c'est le poste de fin pour moi, quoi. C'est des gens dont j'estime énormément le travail. Cédric Thomas, c'est des éditeurs absolument extraordinaires et géniaux. Seven Wonders, Concept, Time's Up... Ça t'a fait rêver, Ghost Stories, je pouvais pas dire non, et donc je dis oui et je rejoins l'équipe de Repos à ce moment-là. Donc tu faisais quoi précisément dans ton boulot ? J'étais assistant éditorial. Ok. Ça consiste donc où ? Consistait là vachement, j'étais sur la relation avec les auteurs et les autrices, donc vraiment transmettre les évolutions, tester les nouvelles versions, les tenir au courant de tout ce qui se passait. Et la recherche de prototypes. Donc vraiment lire tous les mails, faire les salons, rencontrer des auteurs et des autrices, voir des protos. Et surtout avec Thomas Provost à l'époque, on faisait aussi pas mal de développement. Donc c'est jouer, changer des règles, faire des propositions, mais toujours chez Repos avec la présence de l'auteur ou de l'autrice. Donc on faisait plutôt des propositions, ensuite il ou elle rebondissait et puis on retravaillait dessus, plus que vraiment aller dans le dur du développement. C'était vraiment un ping-pong super enrichissant aussi. Et donc en parallèle, forcément, tu continues à produire toi-même des jeux. Et alors ça ne doit pas être simple de créer des jeux tout en voyant tout un tas de protos. Ouais, je sais pas, ça doit être assez... C'était même une source de stress à un moment de se dire... j'avais hyper peur, et toujours encore des fois par rebond, du plagiat sans m'en rendre compte. De me dire, j'ai lu un mail de quelqu'un, il y avait un proto, c'était
pas suffisamment bon, où il y avait des trucs qui étaient pas bien, mais en tout cas ça nous a pas plu, mais il y a une idée qui m'est restée en tête sans que je m'en rende compte. Et je sais pas, 2 ans plus tard, je travaille sur un jeu et je me rends compte que ah merde, en fait, j'ai pris cette idée sans m'en rendre compte, c'est horrible. Ouais, c'est pas évident ça, ouais. C'est jamais arrivé, et je pense que ça n'arrivera pas, du moins j'espère, mais ça m'a un peu stressé. Et c'était il y avait un exercice mental qui était pas toujours facile, et puis forcément, il y avait ce côté bosser une journée de travail normale, et puis rentrer chez soi, bosser sur les protos, et puis y retourner. Mais à la fois, c'était très agréable, et à la fois, c'était un peu éreintant. Ouais. Ça s'emballe, mais après, tu effectivement t'enchaînes quand même plusieurs jeux. Et à partir de quel moment tu te dis, je me lance quand même complètement dans l'autorat? Ou est-ce que ça s'est fait quand même en plusieurs étapes, ou est-ce que ça s'est venu naturellement? C'est venu assez naturellement. Le point de départ, c'est un moment j'ai envie de partir de chez Ropoprod, en partie parce que la boîte était en train de muer pas mal. C'était un peu avant le rachat d'Asmodée, mais le rachat était déjà un peu pressenti. C'est une boîte qui grossissait pas mal, qui devenait, et c'est positif, mais plus structuré. Et moi, je me retrouvais moins dans ce côté assez... Plus familial peut-être ou... Ouais, un peu moins familial, effectivement, avec plus de structure, plus de process. Moi, j'aime bien je suis un peu à l'arrache, en fait. J'aime bien le côté vas-y, on fait une réunion maintenant, on en discute là, ce qui est une bonne chose pour pas mal de boîtes. Mais un peu proto finalement. Ouais, je crois qu'il y a un peu de ça, ouais. Et donc je m'y retrouvais un petit peu moins, et j'avais envie d'explorer un peu autre chose. Et j'avais quelques jeux en cours d'édition, donc pas suffisamment pour me dire je peux payer mon loyer avec, mais suffisamment pour me dire ok, je prends le risque, je suis jeune, j'ai pas d'enfant, pas de crédit, je peux y aller. Et en parallèle, c'est le moment où on monte la team Kaedama avec Antoine Boza, Ludo Maublanc et Corentin Lebras. Donc c'était un peu allez, on monte un nouveau projet, on prend un peu des risques. Il y a ce côté peut-être un peu rassurant aussi de monter ce projet Team Kaedama. Alors tu me fais une belle transition. Effectivement, c'est ce qui te permet peut-être de poser les choses et te dire il y a ce côté entre guillemets assuré un peu de commande ou de travail en commun qui est aussi un peu... on est aidé par les pairs en fait. Ouais, il y avait c'est extrêmement juste ce que tu dis, à la fois d'être entouré de personnes qui avaient plus d'expérience, un plus gros CV, des gens vraiment brillants, et donc d'apprendre vachement auprès de ces 3 extraordinaires personnes. Et puis d'avoir cette structure un peu plus entrepreneuriale, même si on est aussi un peu à l'arrache, mais avoir un truc quand on a une commande ferme ou quand on fait un travail de développement, on est payé directement, donc il n'y a pas ce stress du volume de vente, d'être payé longtemps après la sortie. Donc il y avait un truc un peu... ok, ça va un peu nous porter, et puis je verrai ce qui se passe. Mais à la fois, paradoxalement, j'étais pas très stressé. Il y avait un truc de se dire, c'est le bon moment pour sauter dans le vide et tenter une aventure. Et dans le pire des cas, si au bout de 3 ans, je peux plus payer mon loyer, je trouverai un boulot et c'est parti, quoi. J'avais vraiment, je crois que c'était le moment où j'avais besoin et envie de le faire. Et alors, qu'est-ce que ça t'a apporté, ce travail, peut-être avec la team Kaedama, justement, avec, comme tu dis, des auteurs qui ont un peu plus de bouteilles, mais aussi le travail avec Corentin. Ouais. Vous êtes à peu près même tranche d'âge, même parcours, enfin un petit peu. Qu'est-ce que ça t'apporte depuis ces années, ce travail aussi en commun? Plein de super choses. Déjà, il y a une amitié qui est assez forte entre nous 4 qui nous a ouvert les perspectives de bosser ensemble. J'ai fait plein de jeux avec Corentin, qui effectivement s'est lancé un tout petit peu avant moi. Il avait déjà sorti quelques jeux, mais on a une moins grande différence d'âge qu'avec Antoine ou Ludovic. Et puis on s'est vraiment un peu lancé un peu plus fort tous les deux en même temps. Et donc il y a eu vraiment des histoires d'amitié, donc de travailler ensemble, d'apprendre à bosser. Moi je faisais pas de co-autorat avant de rencontrer les 3 loulous non plus, donc j'ai vraiment découvert et appris ça. Et puis auprès de Ludovic beaucoup sur la création de proto, vraiment physique, d'Antoine sur un côté ergonomie, affinage des choses, et puis Corentin sur plein de choses de confiance en soi, etc. J'ai appris plein de compétences et j'ai progressé de manière hyper significative. J'avais la chance déjà d'être... ça faisait quand même 4 ou 5 ans que j'étais dans le milieu, donc il y a moins eu ce côté carnet d'adresses. Je connaissais déjà pas mal de monde, donc là où le co-autorat permet aussi d'ouvrir des portes, mine de rien, attends, je connais Bidule et tu connais machin, vas-y, on se rencontre. Là, j'ai moins eu cet aspect-là qui aurait pu être chouette, mais que j'avais déjà un petit peu par le passé de bosser dans des maisons d'édition. Mais par contre, en termes de compétences, je pense que j'ai progressé plus vite les 2 premières années que tout le reste de ma vie, en fait. Ouais, c'était hyper formateur. Ouais, à fond. Et alors, effectivement, tu parles de co-autorat, c'est devenu aujourd'hui ton cheval de bataille, en fait. C'est énormément de jeux qui sortent en co-autorat. Tu prends plus de plaisir à travailler à plusieurs, justement, ou c'est juste que c'est des histoires de rencontres et des idées communes? Un peu des deux. Il y a quand même vraiment une notion de plaisir, dans le sens où aujourd'hui, j'essaye de ne pas faire de co-autorat et j'en fais pratiquement plus avec des gens avec qui je me dis pas que ça va être un grand plaisir de bosser. Il n'y a pas de notion...
il n'y a pas de notion de travail, quoi. Je me dis pas genre ah machin ou machine c'est une autrice hyper bankable, je veux grave bosser avec elle parce qu'elle est super. Je me dis plus ah bah bidule, je sais pas, on s'entend bien, c'est chouette, vas-y on va essayer de faire des trucs ensemble, ça va être top. Et il y a un truc d'efficacité quand même, j'ai l'impression à bosser à plusieurs, il y a un aspect motivation qui est hyper important pour moi. Je suis un auteur qui doute énormément, j'ai tendance à remettre très vite en question les protos et à me démotiver assez vite. Là, le fait d'avoir quelqu'un avec moi, en fait, ça va toujours me pousser vers le haut, me tirer vers la motive. Et tout ça, c'est super. Et le fait que les idées rebondissent, c'est hyper plus créatif, tu trouves ? Ouais, à fond. Moi, je sais que c'est ce que je préfère de là où on avance le plus. Typiquement avec Maxime Rambourg, avec qui je bosse beaucoup en ce moment et avec qui ça se passe très très bien, bah, on se retrouve tous les trimestres, on va dire, 3-4 jours. Et pendant 3-4 jours, on fait que bosser, on rebondit à fond. Et là, on progresse plus vite que les 3 mois d'avant, quoi, c'est sûr. Alors, tu parles de Maxime Rambourg, justement, il y a plusieurs projets qui sortent cette année. Tu peux m'en parler un peu ou sur lesquels vous travaillez peut-être encore ? Ouais, bah là, il y a dans ceux qui arrivent bientôt, dont j'ai le droit de parler, il y a un jeu qui s'appelle Fluffy Valley, qui arrive chez Loki, qui est un jeu coopératif pour les enfants à partir de 7 ans, qui est un peu, dans notre esprit, le premier placement d'ouvriers. Où l'idée c'est qu'on incarne une colonie de chiens de prairie et comme Loki peut faire, il y a des figurines qui sont absolument délicieusement mignonnes, elles sont très très chou, ouais. Et on va les placer dans des petits terriers, donc on joue dans la boîte et il y a un plateau qui est troué, donc on va les placer ou les déplacer dans le terrier pour faire différentes actions, récolter des ressources, acheter des améliorations, se protéger des dangers, tout ça. Et la méca a une scénographie que je trouve vraiment très très mignonne où on envoie les chiens de prairie la tête la première dans les terriers pour faire l'action. Et on les retourne à chaque début de manche pour qu'ils aient la petite tête qui dépasse. Donc c'est toujours il y a le petit cucu qui dépasse, bah, j'ai pas le droit de m'en servir. Il y a la petite tête, j'envoie mon chien de prairie pour faire des trucs. Loki a fait un boulot formidable d'édition, c'est vraiment super. Donc, c'est à partir de quel âge ça ? C'est à partir de 7 ans. D'accord. Je pense 6 ans accompagné d'adultes qui ont l'habitude de jouer, ça doit marcher, mais 7 ans en autonomie. Et ça sort là ? Ça sort là pour la rentrée, ouais. Ok. Et pour aller tout à fait de l'autre côté du spectre, on a aussi un jeu chez Mandu Game, donc un éditeur coréen. Qui s'appelle Dracula vs Van Helsing, qui est un jeu plutôt initié pour 2 joueurs et joueuses. Dans l'idée, c'est un peu la suite spirituelle, il n'y a aucun rapport mécanique, mais de Jekyll vs Hyde qui était sorti chez le même éditeur. Donc légère asymétrie, il y a une personne qui incarne Dracula et une personne qui incarne Van Helsing. Dracula vient d'arriver en ville et veut transformer les habitants du quartier en vampires. Et Van Helsing veut le défoncer parce que quand même ça se fait pas, quoi. Bah ouais, et c'est derrière, Van Helsing. Voilà, il est là pour chasser des vampires. Et derrière, on est sur une méca de jeu de cartes où on a 5 zones qui vont représenter 5 quartiers dans lesquels on a une carte au début de partie. On va les comparer à la fin de la manche et celui qui a la meilleure carte avec à la fois une notion de valeur et de couleur va gagner le contrôle de ce quartier. Donc pour Van Helsing, pour Dracula, transformer un habitant. Pour Van Helsing, mettre un coup à Dracula. Et la méca est très simple puisque chaque tour, c'est je pioche une carte, j'en défausse une dans le petit paravent qui est devant moi ou celle que je viens de piocher et j'active son pouvoir. Avec une notion de... les cartes vont de valeur 1 à 8 et les valeurs 8, on a un peu envie de les garder parce que c'est des chouettes cartes, mais leur pouvoir est trop cool. Et les valeurs 1, on a un peu envie de s'en débarrasser parce que c'est des petites cartes, mais leur pouvoir est pas terrible. Donc il y a toujours une notion de balance sur tout ça. Ok, donc ouais, c'est 2 jeux dans 2 univers qui n'ont rien à voir. Ouais. Et ça, c'est un autre truc que j'aime bien dans la création. Et avec Max, c'est un bon exemple de... Max est plutôt un auteur de jeux plus complexe et un amateur de jeux plus compliqués que ce que moi j'ai l'habitude de faire. Donc clairement, un jeu comme The Loop, moi je l'aurais pas fait tout seul. Je pense que c'est un terrain vers lequel je vais pas naturellement et puis ça m'aurait trop fait peur, quoi. Il y a un truc c'est un trop gros bébé pour moi. Mais Max m'a vachement accompagné, donc il me tire naturellement vers un peu plus de complexité. Là où on a fait un jeu qui est un peu passé inaperçu chez Ozu qui s'appelle Le Coffre au Trésor, qui est un jeu à partir de 4 ans. Clairement, je pense pas que Max serait allé naturellement vers du jeu pour enfants, mais le fait que je sois là pour lui dire mais si, regarde, c'est trop cool, bah ça l'a amené vers là. Donc là aussi, l'intérêt d'être à 2, effectivement, et de porter l'un vers autre chose qu'il n'oserait pas finalement, encore une fois. Tout à fait, ouais. Ça, moi, c'est agréable, j'adore essayer de sortir de ma zone de confort, c'est un truc que je trouve hyper formateur là encore. Et de bosser avec des personnes différentes, bah, ça amène un petit peu ça. Hein. Et c'est ça, moi, c'est ça qui m'intrigue dans le processus créatif. Quand je vois sur la 40aine de jeux, un peu plus. Ouais, une 60aine là maintenant. 60aine, bon, j'en étais loin. Une 60aine de jeux, c'est comment on passe effectivement de, je sais pas, Flying Goblin à La Maison des Souris, à Sea Salt and Pepper. Il y en a tellement. The Loop, tu l'as dit. Qu'est-ce qui en fait t'inspire à un moment donné pour dire tiens, j'ai envie d'aller vers du jeu plutôt enfant avec justement des petits chiens de prairie. C'est quoi ? C'est un truc que tu vois ? C'est une discussion ? Enfin, c'est variable, j'imagine. Ouais, mais... c'est un peu tout. C'est un peu bizarre de.
j'essaye vachement comme j'aime bien théoriser, réfléchir à la création, j'essaye toujours d'essayer de me souvenir et de voir ce truc-là. Et en même temps, c'est assez improbable de soudainement, ça va arriver, on sait pas trop pourquoi. Les chiens de près, c'est un bon exemple on s'en souvient pas du tout avec Max. Ok. À un moment, il était chez moi, on bossait sur tout à fait autre chose, et puis on discutait quand même, ça serait bien de faire un coop, et puis d'un coup, on a vrillé, et une demi-heure après, on avait les bases du jeu qui étaient posées, mais un peu, il y a un truc presque un peu magique là, où je crois pas spécialement à des phénomènes paranormaux, mais il y a un truc un peu naturel, un peu magique. C'est des discussions un peu délire à tout rompre, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et des fois, ça marche pas, des fois, ça marche. Et tout peut être une bonne source d'inspiration. Ça, je suis sûr Je viens de sortir un truc chez Djeko qui s'appelle Rock Band, qui est un jeu pour enfants de collecte de ressources avec des manchots qui forment un groupe de musique. À mon inspi, c'est à un moment, je vois une image sur internet d'un groupe de rock'n'roll, des dessins super mignons avec des pingouins, des manchots. Et je me dis, bah grave, il faut que je fasse un jeu avec ça parce que ça m'inspire de ouf, soudainement. Je sais pas pourquoi. Et vraiment, tout peut être un bon point de départ. Et comme je pense j'ai des goûts assez éclectiques en tant que joueur, moi j'adore jouer à des jeux pour enfants, je trouve ça super, mais en même temps je peux m'amuser sur un Terraforming Mars ou sur un jeu un peu compliqué. Et si on me propose un jeu familial, bah, je vais y jouer avec grand plaisir. Vraiment, t'es éclectique, donc ça te ressemble en fait. C'est ça que ça veut dire, c'est que finalement ça te ressemble. Ouais, et je pense que la plupart des auteurs et des autrices que je connaisse font ça en fait. C'est tellement un métier difficile sur plein d'aspects, entre autres sur la rémunération, sur les hauts et les bas créatifs, sur les attentes qu'on peut avoir par rapport à ce qui peut se passer sur la sortie d'un jeu. C'est quand même un métier génial, hein, et j'adore, et je conseille à tout le monde d'essayer de créer des jeux, c'est super, mais c'est pas toujours évident. En fait on le fait parce que c'est cool et donc naturellement on va vers les trucs qui nous amusent. Et moi j'ai la chance qu'en termes de jeu tout m'amuse un peu, quoi. Donc là tu kiffes en fait, tu t'amuses depuis longtemps. Ouais, et je crois que si on s'amuse pas on peut pas bien le faire en fait. J'ai le sentiment, et là pareil il y a un truc un peu mystique qui est pas si vrai, mais que s'il n'y a pas de sincérité dans la création, ça se voit en fait. Et les super jeux que je trouve, et quand tu commences à rencontrer un peu les auteurs et les autrices, je trouve que les jeux de Bruno Catala ressemblent pas mal à Bruno Catala en fait. Et les jeux d'Antoine Bauza ressemblent pas mal à Antoine Bauza. Et j'ai plein d'autres exemples. On met une part de soi, enfin, c'est comme un auteur de livre, je pense qu'il met une part de lui quand même. Enfin, je pense qu'on met une part de soi, même si on imagine des univers. Ouais, 100%, je suis d'accord avec ça. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Et est-ce qu'il y a des mécaniques, alors on parle de thèmes ou de choses comme ça qui peuvent t'inspirer, mais parfois est-ce que c'est une mécanique, tu te dis moi je veux absolument faire un jeu de draft par exemple? Ouais, ça peut être grave le cas, de Sea of Gods, qui est mon deuxième jeu chez Yellow. C'est la mécanique de draft un peu bizarre qui m'inspire au départ, et je me dis ok, à partir de là, quel univers je peux mettre dessus, qu'est-ce qui aura du sens. Les chiens de prairie, je crois que le thème est arrivé en même temps, mais à un moment, moi, ça faisait longtemps que je voulais faire un placement d'ouvriers coopératif pour les enfants parce que ça avait du sens, mais j'arrivais pas à le faire. Et puis c'est le thème qui a un peu tout débloqué. C'est assez mélangé en même temps. Des fois, tout peut arriver en même temps. Tout comme un jeu comme Roi, on a eu le jeu sans thème pendant très longtemps avec Yoann Goupy chez Greux aujourd'hui, et on a mis vraiment longtemps à trouver le thème. Et c'est Greux qui est arrivé avec l'univers graphique et le thème tel qu'il est. Et nous, on l'avait un peu moins implémenté. Chaque expérience est assez différente pour le coup. Et est-ce qu'il y a une thématique que tu n'as pas encore explorée, pas une thématique, pardon, une mécanique que tu n'as pas encore explorée, que tu te dis il faut absolument que je fasse ça à un moment donné? Tout un tas en fait. Tout un tas. Il y a plein de trucs que j'adore. Moi j'adore le deck building, et j'ai jamais fait de vrai deck building. Il y en a un peu dans The Loop, il y en a un peu dans certains de mes jeux, mais faire vraiment un deck building à la Star Realm, Shards of Infinity, qui est des jeux que j'adore avec plein de combos, j'adorerais faire ça, et j'ai pas encore expérimenté ce terrain-là. Une de mes mécas préférées, c'est le jeu partage tu choisis, qu'on a mis un peu dans On-Board chez Captain Meeple, où parfois on le trouve par petites touches, mais faire un jeu multi où c'est la mécanique centrale. Et là j'ai hâte de tester The Great Split qui arrive chez Yellow de Rebel Guild. C'est vraiment un truc, une méca que j'adore, et j'ai jamais réussi à l'exploiter comme je voudrais. J'aime beaucoup le temps réel, enfin comme je suis il y a vraiment ce côté je suis un gros geek, j'adore les jeux et je joue beaucoup. Il y a plein de jeux plein de terrains que j'aurais envie d'expérimenter. Ouais, le côté frénétique un peu du temps réel, alors ça marche pas souvent. Alors les maisons d'édition sont souvent un peu frileuses, mais c'est un truc que j'aime bien par exemple. Et alors, on peut revenir peut-être sur les projets, le dernier projet Team Kaedama, Dead Cells, qui a quand même été porté très fort là, juste au printemps, en fait, juste après Cannes. Enfin, j'imagine qu'on s'attendait à un certain succès vu le succès du jeu vidéo déjà aussi de base, mais est-ce que ça a dépassé un peu les espérances? Je crois qu'on est à près d'1 million. Ouais, on n'était pas loin. C'est con parce qu'il y a vraiment ce truc de... On était presque un peu déçus parce qu'on le loupe, je sais plus, à une dizaine de milliers d'euros, et on loupe les 12 000 backers à genre... 12 000 backers, ouais, presque 12 000. À pas loin, était un peu genre... En fait, au-delà des attentes, il y avait un truc un peu de... Moi, c'était plus du stress que des attentes. Il y avait vraiment cet aspect de... Comme Dead Cells, le jeu vidéo, c'est un jeu que j'aime beaucoup, et comme c'est une licence qui a une belle communauté, on espérait que notre proposition allait plaire et donc qu'elle allait fonctionner.
Après, c'est toujours dur sur ce genre de projet d'estimer exactement ce qu'allait se passer. C'est difficile à lire. Évidemment, on avait des petits défis, on espérait atteindre le million parce qu'il y a un truc hyper symbolique. Il y avait aussi des points de comparaison. Nous, on avait fait Arkeis quelques années plus tard, qui avait fait autour de 5000 backers, je crois, si je dis pas de bêtises, je suis à peine sûr. Donc moi, j'avais un peu le truc de j'ai envie de faire plus. Parce qu'il y a ce truc un peu de réussir à dépasser. Et en même temps, on voulait pas trop se mettre la presse non plus, de se dire il faut qu'on fasse tel objectif, etc. Donc on avait discuté un peu avec Scorpion qui avait une vision un peu plus claire parce qu'ils avaient une question de budget. Donc on savait un peu quel chiffre il fallait faire pour que, ok, on est serein et le truc peut exister, il n'y a pas de stress. Ok, c'est une belle réussite et ok, on dépasse tous les espoirs et c'est extraordinaire. Et on était sur le ok, c'est une belle réussite, tout le monde est ravi. Donc non, c'était très chouette. Et alors comment s'est fait le travail entre vous quatre sur ce type de jeu et quelles étaient peut-être les difficultés justement quand on est aussi sur un univers qui doit être respecté? Là, il y a eu plein de difficultés. Ça a été un chemin. Des fois, il y a des développements, on peut dire ouais, c'était facile, tout s'est bien passé. Là, il y a eu beaucoup d'embûches pour le coup. En termes de méthodologie, on a fait un truc qu'on fait pas tout le temps, mais qu'on applique régulièrement sur ce genre de choses où on a un peu séparé les tâches à un moment. Dans tous les cas, nous, on fait un gros brainstorming où on discute un peu tous les quatre de ce qu'on a envie de voir dans un jeu à partir de la commande, dans quelle direction on a envie d'aller. Et après, souvent, on se répartit le premier prototype. C'est-à-dire qu'on peut pas bosser, tu peux pas bosser à 4 sur qui fait le premier proto. Là, si je dis pas de bêtises, c'est plutôt moi qui ai pris les premières étapes. Et donc, qui suis arrivé à un moment avec un proto que je savais un peu bancal, avec plein de problèmes, et que j'ai ramené à la cafetière, notre atelier, pour dire bah, allez, les copains, on joue ensemble, c'est nul, mais donnez-moi des idées parce qu'il faut qu'on avance. Et derrière, on a fait un peu des itérations comme ça, où j'avais plutôt le lead sur le truc. Et puis à un moment, mais avec des idées de nous quatre forcément. Ouais. Et puis à un moment, j'ai un peu passé le bébé parce que j'y arrivais plus, j'en avais marre, j'étais un peu bloqué. Puis Corentin a repris vachement le flambeau, il a ramené beaucoup d'énergie, beaucoup de choses. Puis à un moment, il en pouvait plus, donc Antoine est revenu et puis Ludo a amené de l'énergie. Ça a été un relais. Ouais, clairement un peu un côté course de relais. Avec cette notion de réinjecter de l'énergie, où j'ai notamment un souvenir très précis d'un moment où on passe une soirée avec Antoine et Ludovic à bosser, on n'y arrive pas quoi. Tout ce qu'on ressort c'est nul, on n'est pas satisfait, c'est naze. Et le lendemain matin, Corentin arrive et je me souviens vraiment être dépité, me dire alors, Corentin qui arrive un peu tout content, alors ça a donné quoi hier soir? Et je lui dis mec, on appelle le Scorpion masqué et on arrête en fait, on n'y arrive pas, c'est nul. Et vraiment comme dans un shonen, et moi je suis très inspiré par ça, c'est vraiment toute mon adolescence. Et il était un peu genre, mais non, c'est Dead Cells, on va y arriver, c'est un projet super, on peut le faire, on est les meilleurs. Et il a remis plein d'énergie. Et tout l'intérêt d'être à derrière, plusieurs ça a aussi. remis le truc, moi c'est un truc qui est important pour moi. Et après, là on est plutôt sur une phase de fin de développement et il y a un truc un peu frustrant et en même temps un peu chouette sur la notion d'équipe, mais comme Antoine et Corentin sont tous les deux à Valence, là où moi physiquement je suis à Bruxelles, et Ludovic navigue un peu entre plusieurs villes, c'est vachement Corentin et Antoine là qui s'en occupent parce que ils jouent tous les jours, ils ont une table qui est jamais désinstallée à l'atelier, ils continuent Dead Cells. Ouais. Et il y a un moment où ils vont tellement vite que je peux plus suivre. Donc mon proto est plus à jour parce que ils ont même pas le temps de refaire les fichiers, ils griffonnent sur les cartes pour changer la force d'un ennemi ou un truc. Et donc il a fallu avoir ce passage de relais un peu final et j'ai hâte de rejouer avec eux pour voir un peu le truc, mais je vais découvrir encore un peu des petites choses parce qu'ils ont amené des nouveautés. C'est le côté plaisant peut-être aussi du coup de se dire tu vas peut-être redécouvrir certaines choses. Ouais, c'est un peu chouette et puis c'est là où je me rends compte qu'on travaille bien tous les quatre parce que là où j'ai un peu de frustration de pas pouvoir suivre comme j'aurais envie et où j'aurais envie d'être avec eux pour jouer tous les jours avec eux, j'ai aucun stress sur le fait qu'ils font du bon travail en fait. Donc il y a une ce grosse truc confiance un peu... quoi. Ouais. Et ça c'est hyper chouette. Et alors tu as évoqué rapidement tout à l'heure Arkeis, tu peux nous en reparler un petit peu peut-être de ce projet Ça a été un des premiers très gros projets chez Kaedama avec Ankama, avec qui on avait je pense que c'est même antérieur à Draftosaurus en termes de début de boulot, ou alors c'est pas longtemps en même temps, en tout cas à un moment on a mené des projets un peu de front. En gros c'est Ankama à un moment qui nous propose de faire un projet sur Kickstarter, et la commande c'est un peu ça, faites un projet sur Kickstarter qui soit taillé pour. Mais pas plus que ça. Non, pas plus que ça. Ils venaient de faire Monster Slaughter, sur lequel on avait fait des scénarios, c'était notre premier boulot avec eux. Et on se dit, c'est parti, on va essayer de trouver un truc à faire. Et première session de brainstorming, je suis tout seul à l'atelier avec Ludovic, on part sur plein de trucs. Et arrive cette idée qui est restée jusqu'au bout de faire un dungeon crawling, un dungeon crawler d'ailleurs, avec des boîtes. Et on joue dans les boîtes. Et on sert de ces boîtes pour faire un décor. Donc dans Arkeis, il y a une grande boîte qui forme une grande salle qui est à la taille de la boîte du jeu, qui contient 2 boîtes moyennes, qui contient 4 boîtes petites. Et avec ça, on fait un décor pour jouer sur une table. Ça prend un peu de place, mais ça fait un truc hyper joli. En plus, là, les illustrations sont à tomber, donc ça fait un truc qui est vraiment super. Et on part de cette idée, on commence à bosser dessus, avec une notion de, à l'époque, on ne sait pas encore si Ankama veut que ça soit dans l'univers de Dofus d'ailleurs, dans l'univers de Wakfu, ou si on peut partir sur autre chose. Donc nous, on avance vraiment d'un point de vue
purement, tu vois, là, le point de départ, c'est presque le gimmick matériel Ok. et un peu la volonté mécanique de faire un dungeon crawler. En se disant, on pourra mettre plein de figurines, c'est taillé pour Kickstarter, c'est parti. Et Ankama nous dit vite, non, on veut que ça soit un autre univers que vous pouvez inventer. Et c'est Antoine, je crois, qui arrive le premier avec cette idée de vas-y, on fait un truc égypto-steampunk, un peu pulp, on est dans les années 60, on explore des pyramides et on comprend que si les Égyptiens sont aussi avancés, c'est parce que en fait, ils maîtrisaient la vapeur, mais on ne le savait pas. Et à partir de là, on avance sur le projet, on développe plein de trucs avec Ankama. Ça se passe hyper bien, vraiment très chouette relation de travail. On avance assez vite. Et puis on lance le Kickstarter, c'est parti, avec une volonté d'être livré en fin d'année 2020. Donc le Kickstarter se lance en fin 2018, si je dis pas de bêtises, donc, ou fin 2019 je sais 2019, je crois. Ouais, fin 2019. Donc avec un an, et à ce moment-là, nous, tout n'est pas fini, mais on a très très bien avancé, on n'a pas de stress sur les délais. Et puis il y a plein de choses. Le Covid a frappé très très clairement les usines. Le projet était un peu plus ambitieux que ce que Ankama avait produit, notamment il y a eu plein de petits problèmes de gestion d'usine parce que le jeu était énorme en fait. Oui, c'est un gros jeu, ouais. Dans l'anecdote que je préfère, qui est un peu crétine mais qui est rigolote, à un moment, il fallait emballer le jeu dans un film plastique. Et il a fallu perdre un assez long moment parce que la boîte était tellement grande qu'elle ne rentrait pas dans la machine à emballer les jeux de l'usine chinoise. Oui, d'accord. Donc, il a fallu retrouver une nouvelle machine, etc. Donc vraiment un bébé semé d'embûches. Et puis Ankama est aussi une structure qui a été assez bouleversée au fur et à mesure des années, qui a beaucoup changé. On avait plusieurs personnes qui sont parties, la partie board game s'est un peu restreinte. Et donc on s'est retrouvé avec un peu moins de personnes pour gérer le projet. Et donc ça a pris un retard assez important. Ce qui était toujours un peu chiant, nous on était un peu désolés, mais en même temps on pouvait rien y faire. Et vraiment ça venait aussi d'une volonté d'Ankama de se dire on peut pas sacrifier la qualité de la production, des illustrations, puis là, c'était de la promesse du jeu. Aussi, ouais, clairement tout le monde s'est retrouvé un peu dépassé. Donc on est arrivé un peu en retard, mais ça y est, avec 2 ans et demi de retard, ça sort enfin. Et on est content de le voir livré chez les backers et les backeuses, et puis d'arriver en boutique. On en rigole un peu, mais c'est un jeu à campagne avec des scénarios. Je peux refaire la campagne parce que j'ai tout oublié tellement super. Ça fait longtemps qu'on a bossé dessus. Donc j'ai pas encore reçu ma boîte. Mes boîtes d'ailleurs. Et des extensions en plus, je crois. Il y a 2 extensions différentes, une avec un nouveau personnage et une avec une grosse figurine de verre des sables et des nouveaux scénarios. Donc ça arrive avec pas mal de contenu. Et je suis très pressé de voir les premiers retours des joueurs et joueuses parce qu'on y a consacré un temps infini. C'était vraiment pour nous un très très gros projet en termes de développement. Et j'espère que ça plaira autour de nous. Donc finalement, encore un jeu cette année en plus sur 2023. Ouais, qui n'était pas prêt. Je savais pas quand ça allait sortir, mais qui arrive maintenant, effectivement. Ça a fait combien de projets ça sur 2023 entre ce qui est sorti déjà et ce qui va arriver? J'ai pas compté. Il y a eu Roi. Je pense une petite dizaine, si je dis pas de bêtises. Avec les projets, en comptant les projets Kaedama qui sont un peu spécifiques et en comptant les extensions qui sont des projets un peu à part, mais un truc dans le genre, ouais. Ok, c'est prolifique. J'ai la chance d'avoir... après, il y a aussi le côté... comme je travaille avec plein d'entités différentes, Kaedama ramène des projets, j'ai plein de co-auteurs et plein de co-autrices, et j'ai la chance de bosser avec plein de maisons d'édition différentes. Forcément, ça amène une profusion de projets. Et puis, il y a cette dimension... qu'il faut quand même pas ignorer. Je suis un auteur à temps plein sans best-seller. J'ai pas mon Aventurier du Rail ou mon Dixit pour payer mon loyer de manière serein et pérenne. Donc même si aujourd'hui je vis de mes droits d'auteur, j'ai cette chance-là et je suis pas extrêmement inquiété par la vie. Je suis assez serein sur au moins le moyen terme. Je suis à un moment de ma carrière où je peux pas arrêter de travailler. Il faut que je continue de faire des jeux pour être certain de pouvoir continuer de Ce que tu veux dire, c'est qu'il faut produire encore un certain nombre de jeux par an pour toi, tout à fait, pour vivre confortablement, entre guillemets. Ouais, il y a vraiment cette notion-là de quand on est auteur ou autrice de jeu à temps plein, il y a 2 manières de réussir à en vivre. C'est avoir un best-seller, un projet qui marche de ouf, et il y a des auteurs et des autrices par chance et puis par talent sur un jeu exceptionnel. Aujourd'hui, ont plus spécialement de stress financier et ont le truc qui continue. Ou des auteurs comme Corentin ou moi, qui sommes 2 bons exemples, je pense, qui devons multiplier encore les projets pour espérer avoir ce truc qui peut être très fort à un moment, et surtout pour avoir une multitude de petites ou moyennes rentrées d'argent qui m'assurent un peu de pérennité. Ça va arriver, il n'y a pas de doute. Ouais, après je suis très content de là où je suis aujourd'hui. C'est peut-être une question ultra difficile pour toi, mais est-ce qu'il y a un jeu dont tu es particulièrement fier dans tout ce que tu as pu sortir de ta tête depuis ces quelques années? Paradoxalement, je suis pas un mec qui est très fier c'est un truc sur lequel j'ai essayé de travailler, mais j'ai souvent du mal à apprécier ce que j'ai créé moi. Il y a un truc j'aime souvent plus les jeux des autres. C'est pas forcément mes jeux qui sont les jeux que je préfère ou que j'ai le plus envie de mettre en avant. Mais il y a des jeux où il y a des histoires qui font que c'est plus fort en fait. Notamment mes 2 exemples que je cite régulièrement, c'est La Maison des Souris avec Elodie Clément chez Gigamic
Et, Qui est ta compagne qui est ma compagne, et puis où l'histoire avec Jonathan Rencontre qui a fait un boulot qui est formidable, avec Delphine Brennan qui a été notre chef de projet, était folle, l'équipe de Gigami qui a été super, la nomination aux As d'Or était hyper fort. Il s'est passé vraiment plein de trucs sur ce jeu, ce qui fait je sais pas si j'en suis plus fier que d'autres, mais en termes d'intensité émotionnelle, c'est un truc qui m'a fait vibrer, qui continue de me faire vibrer, et qui a bien fonctionné en termes de vente, qui est aussi un truc qui est une forme de reconnaissance. Donc il y a un truc il y a une histoire qui est particulière sur ce jeu. Et puis un jeu comme The Loop avec Max et l'équipe de Catch Up, Simon Caruso, pareil, ça a créé des histoires d'amitié. Ou dans les histoires très fortes, je suis très content de Packet Chips avec Mathieu Aubert, illustré par Erwin chez Tribuo en français, qui est un jeu qui a eu une histoire tumultueuse, qui a été refusé par de nombreuses maisons d'édition, pour lequel ça a été compliqué de trouver un distributeur pour la France, et qui aujourd'hui a très fort marché, qui a un côté, là on revient un peu au shonen, mais un peu revanche sur les grosses entités qu'on dit non, on n'y croit pas, ou nous on se dit il est bien notre jeu, on y croit, et à un moment où on a un peu douté de réussir à avoir un truc qui fonctionne, ça crée des émotions qui sont fortes, mais je sais pas si c'est de la fierté. En tout cas, il y a des histoires qui sont belles. Des histoires émotionnelles. Ouais. Et alors maintenant, en termes plutôt de chiffres, quel jeu finalement a été peut-être le plus vendu Aujourd'hui, je pense que c'est à cheval entre Packet Chips et Draftosaurus, qui tous les deux sont pas loin d'avoir dépassé les 200 000 exemplaires. 200 000 Ouais. Ah ouais. Et pourtant, Packet Chips, c'est assez récent quand même. Ouais, c'est allé hyper vite. Il y a eu vraiment des belles réussites sur ça, et pas mal de pays qui ont suivi sur le jeu. Après, non, je pense que c'est ces deux-là. La Maison des Souris a fait un très 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 beau résultat, mais c'est une un peu plus grosse boîte, donc c'est toujours un peu plus dur de vendre des grosses boîtes que des petites boîtes en ce moment. Et je me demande si, j'ai pas les chiffres, mais si Salt and Pepper a très fort démarré avec Bruno Catala chez Bombix. Et je pense qu'on n'est pas sur des chiffres de cet acabit, mais si la croisière continue d'être sur ce rythme-là, ça peut être un jeu qui dépasse mes autres succès pour le coup. D'accord. Alors, on va explorer peut-être une autre partie de ta facette. Ouais. C'est ton côté très communicant depuis Ouais. quelques temps. Ça on s'entend déjà quand tu parles, je veux dire, voilà, très à l'aise. Mais le côté Twitch, d'être très actif sur les réseaux, etc. Ça s'est développé quand même un peu au moment du confinement. Tu as eu envie de t'exprimer aussi par ces biais-là ? Complètement, ouais. Au départ, ça vient d'un double postulat j'adore ça en fait. J'aime bien parler avec les gens, échanger. Il y a un truc de passion et de transmission que j'aime vraiment beaucoup. Et le fait que pendant le confinement, je l'avais perdu de ouf en fait. Il y avait plus ces moments de festival où tu vois du monde, où tu rencontres des gens, les moments de dédicace où il y a des joueurs et joueuses qui s'installent et puis tu discutes un peu avec eux parce que tu as un peu de temps de jouer avec des gens. Vraiment tout ça, j'en souffrais un peu en fait. Je l'avais pas conceptualisé avant que ça me manque, mais le fait d'un coup de ne plus l'avoir, c'était une petite forme de souffrance, pas horrible, mais ça me pesait quand même un peu. Et Twitch est vraiment né de cette volonté-là, de se dire, en fait, je veux retrouver un peu ce plaisir-là d'échanger avec la communauté des joueurs et des joueuses. Comment je peux faire ? Vas-y, sur Twitch, ça a l'air pas mal, on va essayer de faire ça. Et vraiment, ça m'a amené beaucoup de joie de le lancer et de faire ça. Donc, c'est vraiment ça le point de départ, avec aussi une dimension de... je suis plutôt un râleur dans la vie. Et on râle assez régulièrement sur le fait que les auteurs et les autrices de jeux, on est souvent un peu ignorés, on nous oublie un peu dans la communication des médias ludiques. Souvent, la maison d'édition est mise en avant et les auteurs-autrices ne sont pas spécialement cités. Ponctuellement, on n'est pas cité du tout, ou alors on ne nous invite pas. C'est souvent le dernier jeu de Robot Production ou Days of Wonder et rarement le dernier jeu de tel auteur ou telle autrice. Et ça nous embête. On n'hésite pas à l'exprimer et j'hésitais pas à râler sur ça. Et il y avait un peu ce constat de se dire ok, je râle beaucoup. Je crois un peu à raison, mais je fais un peu rien pour que ça change. Donc, à part mettre sur les posts des gens qui ne disent pas « Et c'est qui a créé ce jeu ?» comme un petit con que je peux être, en fait, je faisais rien. Donc, je me suis dit si je veux un jour qu'on n'oublie pas de mettre mon nom sur une communication, il faut que mettre mon jeu, ça soit un gage de confiance et de pertinence pour les médias ludiques. On oublie rarement Bruno Catala parce qu'en fait, il a une aura suffisamment forte pour que en fait, ça soit... On ne pense pas à l'oublier, ce qui est un peu bizarre comme structure de phrase. Il faut que je fasse en sorte que les gens ils se disent on met Théo Rivière parce que on voit qui c'est. Et puis après, par la suite, ils mettront sûrement un peu tout le monde et à un moment, ça aidera un peu. Donc je me suis dit, un des bons moyens de le faire, c'est de communiquer pas mal. J'aime bien le faire. Allez, c'est parti. Ça t'a semblé naturel de le faire aussi. Ouais, clairement, s'il y a un jour... et Twitch est un bon exemple. À un moment, j'en avais un peu marre et j'avais pas trop le temps. J'ai arrêté de le faire pendant 2 mois parce que soit j'étais pas dispo, soit ça me faisait un peu chier. Et puis je me suis dit, je le fais pas en fait. C'est pas l'impact de cette communication, elle est dure à mesurer. Et souvent on me dit que je la minimise un peu et peut-être que c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'elle est pas énorme en fait. Les gens ils signent pas des jeux parce que c'est moi. Les gens ils achètent pas beaucoup des jeux parce que c'est moi.
En fait, ça sert juste à ce que je m'amuse et que je me fasse plaisir. Donc, si à un moment ça m'embête, je le ferai plus. Il y a ça, il y a le côté partage aussi. Tu es vachement dans le. Avec Prototypes notamment. Ouais. Finalement, oui, dans le partage et dans aussi la transmission. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu avais envie de faire vraiment. Ouais, profondément. 100%. Et ça, en partie parce qu'on m'a hyper bien accueilli. Et donc, j'ai l'impression d'avoir un devoir de bien accueillir les gens. Et j'espère que ça fera un cercle vertueux et que les auteurs et autrices de demain continueront de bien accueillir les nouvelles personnes et que ça continuera. Et moi, je suis arrivé, j'étais son père, j'avais 22 ans, j'avais des protos nuls dans mon sac et j'ai parlé avec des mecs comme Antoine Boza, comme Ludo Maublanc, qui m'ont dit vas-y, montre-moi ta merde là, et qui m'ont donné des super conseils. Il y a des auteurs prestigieux comme Eric Lang, c'est Eric Lang qui m'a appris à bien découper des planches de cartes parce que c'est des personnes qui sont majeures dans l'industrie, mais qui sont hyper cool, hyper légères, hyper réglo, il n'y a pas de prise de tête. Et j'avais envie de conserver ça. Et en même temps, j'avais une forme de frustration le milieu n'est pas le même que quand je suis arrivé il y a une dizaine d'années. Et des demandes de conseils, j'en avais vraiment beaucoup trop. C'était trop dur, je ne pouvais pas répondre à tout le monde et ça me frustrait énormément. Et arrivé cette idée à la fois de prototype sur Twitch et de 6388 avec Zephyriel, qui est notre podcast où on parle de création, de se dire, quand j'aurai un message Instagram de hey, salut, comment ça marche, et que je pourrais pas dire viens, on fait 1 heure de Skype ou viens, je t'écrive un grand message, je pourrais dire tiens, ça c'est 6388, je t'invite à écouter si tu as le temps. Vas-y, prototype, tu passes quand tu veux, on discute de ton proto. Et ça me permettrait aussi parce que j'aime bien la transmission, mais aussi de rendre ce qu'on m'avait très gentiment offert quand je suis arrivé. Boucler une boucle en fait aussi. Il y avait un peu de ça. Et est-ce qu'il y a des auteurs justement comme ça depuis que tu as lancé Prototypes notamment qui ont pu sortir un jeu auquel tu as pu peut-être participer un tout petit peu ou donner quelques conseils? Il y a au moins 2 jeux qui sont passés dans Prototypes et qui ont été signés par la suite. Ok, super, tu peux me dire. Dont Transpersonnage qui arrive chez Rose Noire là, qui était en financement participatif où ils l'ont découvert en regardant Prototypes. Ok. Donc ça c'était... Cool, encore mieux. Ouais. Vraiment, je crois que j'étais plus ému au moment où j'ai appris que l'auteur qui signait son premier jeu, c'était en partie grâce à l'émission. C'était majoritairement parce que son jeu était excellent, mais en partie parce qu'il l'avait découvert grâce à l'émission. J'étais hyper touché, il y avait un truc c'était un vecteur, quoi. Hyper fort, c'était super émouvant. C'est un très très gros plus, j'espère que ça va continuer et ça motive à mort à faire ce genre de contenu-là. C'est très chouette. Si tu étais une mécanique de jeu, Théo, tu voudrais être quoi comme mécanique de jeu? Je crois que j'aime beaucoup le draft quand même. Ah, tu reviens là-dessus? Ouais, le draft, c'est beau. C'est une belle méca. Il y a un côté de choisir et renoncer à des trucs que je trouve assez belle. Même, c'est un peu philosophie de comptoir, mais de se dire, des fois, il faut faire des choix. On peut pas tout prendre et il faut essayer de tirer le meilleur de ce qu'on a à ce moment donné. Donc, le draft, ça me plaît bien. Ok. Si tu étais un mode de jeu, donc plutôt solo, coopératif. Coopératif à fond. Coopératif. Ouais, à la fois dans la vie et dans les jeux, c'est vraiment ce que je préfère. Travail d'équipe. Ouais, à fond. Si tu étais un illustrateur de jeux de société. Oh, il y en a plein. On a la chance d'avoir tellement de personnes talentueuses, c'est hyper dur de choisir. La première personne qui me vient à l'esprit, si je dois juste vider, c'est Maud Chalmel, dont j'adore le boulot et qui est une personne qui est super en plus, qui a l'air d'être... on se connaît pas très bien, mais de ce que j'ai pu en percevoir et discuter avec elle, ça a l'air d'être une personne formidable. Donc j'adorerais être Maud Chalmel, en tout cas je l'admire beaucoup. Écoute, je la rencontre demain et donc tu pourras écouter le podcast. Tu lui transmettras. Ok, ça marche. Et alors, exception pour toi, je vais aller au-delà du portrait chinois. Ouais. Parce que je voudrais faire un fucking dilemme. 2 d'ailleurs. Allez. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé quand même de fucking dilemme. C'est vrai qu'il vient d'arriver. Un petit mot quand même. Après des années et des années de galère. Là, on est aussi sur un truc où le développement a été chaotique, ça a été très complexe. Donc c'est un jeu que j'ai fait avec Corentin, qui est, je crois, le premier proto sur lequel on a bossé ensemble, ou du moins l'un des premiers. Donc il y a presque 10 ans pour le coup. Qui arrive chez Lumberjack, qui a fait un travail formidable, entre autres pour nous accompagner et nous botter le cul régulièrement pour que l'écriture soit meilleure. Qui est un jeu de dilemme absurde et gentiment edgy, donc plutôt dans une vague des jeux à la Cards Against Humanity, Blanc Manger Coco, donc assez vulgaire, mais avec une dimension qui était importante pour nous, c'est que c'est vraiment en dessous de la ceinture, c'est vulgaire, mais c'est jamais ni homophobe, ni transphobe, ni misogyne, ni raciste, qui sont des trucs qu'on supporte pas dans ce genre de jeu. Mais c'est en gros un jeu vraiment crétin d'amusement et un pur party game de fin de soirée, où on va avoir un dilemme composé d'un truc positif, mais un truc négatif, qu'on va soumettre à une personne. Il va falloir qu'on vote en même temps qu'elle pour savoir si oui, elle l'accepte ou non, elle le refuse. Et forcément, ça fait des discussions débiles comme on peut en faire quand on fait des dilemmes. Et alors justement, j'ai 2 fucking dilemmes pour toi. Donc tu me dis si tu les acceptes ou si tu les refuses. Mon premier fucking dilemme pour toi, Théo. Ouais. Alors, tous tes jeux sont des succès. Ouais. Tous. Mais tu es condamné à utiliser toujours la même mécanique et à utiliser toujours le thème des licornes. C'est mort.
Je prends pas ça. Rien que parce que, évidemment, j'adorerais vivre dans une grande maison, pas avoir de problème d'argent et que tous mes jeux fonctionnent. Mais je crois que ça m'ennuierait très vite, donc je préfère prendre ce risque et on en parle régulièrement avec les copains et les copines auteurs et autrices. Mais il y a ce truc de... Je crois que s'il y avait une recette, ça me plairait pas, même si c'était que moi qui l'avais. Parce que ce petit frisson, ce petit moment où ton jeu il arrive et t'as les retours et tu dis est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire, il est hyper fort en fait, je l'aime bien. Ok, donc deuxième fucking dilemme. Tu sors un jeu avec Richard Garfield, Oh. mais tu dois adopter le style gothique à vie. Je me demande si je l'accepte pas en fait. Parce que Richard Garfield, c'est Richard Garfield quand même, il est exceptionnel. J'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois et de faire quelques moments de jeu avec lui. Et c'est au-delà du fait que ce soit un mec extraordinairement talentueux, c'est en plus un humain vraiment très très gentil. T'as pu jouer à Magic ? On n'a pas joué à Magic, Ah mais ouais on a testé des protos ensemble. Top. Enfin non, c'est vraiment, comme j'ai travaillé chez Yellow, c'est un auteur qui est majeur pour Yellow de par King of Tokyo New York puis Bunny Kingdom. J'ai vraiment eu l'occasion le plaisir d'échanger avec lui. Il y avait un truc où j'étais super ému. Il y a une photo très gênante que je dois pouvoir retrouver, je sais même pas où, de moi qui lui met un peu la main sur l'épaule pour faire une photo et lui qui a l'air un peu tout gêné. Ouais, les gothiques ça passe, c'est joli, il y a une belle esthétique. Je crois que je prends ça. Tu prends ça ? Ouais. Oh bah écoute, super. Tant pis pour les couleurs. Tant pis pour les couleurs. Bon bah écoute, merci d'avoir joué le jeu, cette interview qui a été un peu plus longue que d'habitude, mais ce fut un vrai plaisir. Un plaisir partagé. Donc je te propose de finir par la phrase habituelle. Donc Ouais. c'est en fait au jeu de Théo Rivière, est-ce que tu joues ou quoi ? Et c'est est-ce que tu joues ou quoi ? On le fait ensemble. Ouais. Ok ? Ou tu joues ou quoi directement d'ailleurs. Alors au jeu Théo Rivière, tu joues joues ou quoi ? Parfait. J'espère que cette interview de Théo Rivière vous a plu. Merci beaucoup pour votre écoute attentive. Je remercie aussi particulièrement Jean-Michel Danet pour son commentaire sur l'épisode dédié à Greux Games. Il a trouvé hyper intéressant de connaître l'envers du décor et la genèse d'une maison d'édition. Le prochain épisode est consacré à Johan Goupy. Il est le co-auteur de Roa, sorti en début d'année avec Théo Rivière. Il a également sorti les jeux Elawai Faroé récemment avec Corentin Lebras. Restez bien à l'écoute!